Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, bienvenue dans ce webinaire que nous organisons Ania et Citeo en commun sur les emballages souples. Nous allons parler aujourd'hui de leur fin de vie, d'éco-conception et de recyclage, et comment tendre et améliorer leur recyclabilité. On va commencer ce webinaire, ça va faire venir les derniers retardataires. Alors tout d'abord, quelques règles de bonne pratique entre nous sur ce webinaire. Bien entendu, vous remercie d'activer le son et de nous dire sur le chatter si vous avez des problèmes pour nous entendre ou pour voir les slides, de désactiver votre micro. On fera les questions via le chatter et on y répondra en fin de présentation. Et puis enfin, les présentations vous seront envoyées en format PDF, elles seront disponibles en replay. Je vais passer tout de suite la main à Léa pour faire une première petite introduction autour de l'emballage plastique souple et notamment du cadre réglementaire qui est en train de se construire. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous et merci pour votre participation à ce 6e rendez-vous des webinaires Citeo Ania qui portent sur l'éco-conception. Donc, nous sommes très heureux à l'Ania d'organiser ces webinaires qui ont pour objectif d'informer et de sensibiliser toutes les entreprises alimentaires aux enjeux qui sont liés à l'emballage. Pour rappel, ces présentations sont une introduction tout public aux différents sujets qui sont traités et j'en profite pour remercier l'ensemble des experts Citeo qui donnent toujours des informations très nourries et très fournies lors de ces webinaires. Donc, concernant notre sujet de ce matin, c'est important d'abord de rappeler que l'éco-conception est au cœur des enjeux de la stratégie sur les emballages des entreprises. Et c'est pour cette raison qu'à l'ANIA, nous en avons fait un des axes principaux de travail. D'abord dans notre GT emballage, puisqu'il figure au cœur de la feuille de route 2020 de notre groupe de travail, mais également parce qu'il est dans notre contrat stratégique de filière. Donc, cette dynamique, elle passe par l'organisation de réunions et de séminaires thématiques sur le sujet tout au long de l'année, en partenariat avec les acteurs de l'emballage. Par exemple, on avait organisé en avril dernier un séminaire avec Matikem sur les emballages alimentaires de demain. On a également organisé en janvier 2020 un Open Innovation Lab sur les solutions innovantes d'emballage en lien avec la rédaction de la loi économique. Et donc ce sujet, il est également hautement valorisable parce que il montre l'intérêt des entreprises et la dynamique des entreprises dans l'éco-conception et dans l'économie circulaire. Ça se voit notamment avec la rédaction de notre livret d'engagement emballage qui a été publié en octobre dernier. Et donc, en dehors de cette action qui est menée à l'ANIA, il faut bien rappeler que cette dynamique elle est sous-tendue par un contexte réglementaire qui est aujourd'hui extrêmement ambitieux et qui donne à l'éco-conception un rôle central dans la transformation vers une économie plus circulaire. On peut prendre plusieurs exemples de textes réglementaires et législatifs qui vont dans cette direction. Donc, tout d'abord, la directive Single Use Plastics qui a été publiée en 2019 et qui fait suite à la stratégie plastique de la Commission européenne de 2018. Cette directive présente des mesures d'éco-conception transformationnelles, notamment pour les bouteilles pour boissons, avec l'obligation de mettre un bouchon solidaire ou encore des taux d'incorporation de plastique recyclé à hauteur de 30%. Ensuite, on a la loi anti-gaspillage économie circulaire française, qui est la grande loi du quinquennat sur l'économie circulaire et qui impacte tout particulièrement le secteur de l'emballage et de l'agroalimentaire. Donc, parmi l'ensemble des dispositions de ce texte qu'on pourra retenir, il y a tout d'abord un objectif de 100% de plastique recyclable en 2025, un taux minimal d'incorporation comme dans la directive Single Use Plastics, mais cette fois-ci pour l'ensemble des matériaux. L'interdiction de certains plastiques et la définition de gamme standard d'emballage pour les emballages réemployables, qui nécessitent un certain nombre d'adaptations. Et puis finalement,
qu'il y a des mesures d'éco-conception qui sont lancées par les entreprises, soit par substitution vers d'autres plastiques biosourcés, biodégradables ou compostables. La loi impose de mesurer l'impact, notamment environnemental, de ces produits. Et puis finalement, le dernier point qu'on peut citer, c'est celui de la révision de la directive européenne sur les exigences essentielles qui est en cours en ce moment et qui doit définir une définition de la recyclabilité au niveau européen et qui travaille également sur des ratios d'emballage normatifs. Donc voilà, maintenant que ces éléments de contexte vous ont été présentés, je vous laisse avec Vincent qui va entrer davantage dans le détail des possibilités d'éco-conception sur les plastiques souples. Merci à tous. Merci Léa. Dans ces contextes réglementaires, il y a un point qui est très important pour tout le monde, pour vous comme pour nous, c'est cette vision d'avoir 100% d'emballage recyclable à l'horizon 2030, quelle que soit la matière, et sur lequel on travaille beaucoup. Ça va accélérer forcément la prise en compte de l'économie circulaire, de l'éco-conception dans tous les cahiers des charges des emballages. Et cette disposition qui est plutôt franco-française à date est bien partie pour être repris au niveau de la directive emballage dans la révision des exigences essentielles. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va vous parler d'emballage souple. On va se concentrer très rapidement sur le plastique. On va essayer de commencer un peu plus large au début et puis aborder les différentes résines, les différentes connaissances qu'on a à date sur la recyclabilité. Alors tout d'abord, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de définition officielle d'emballage souple. On ne sait pas définir recyclabilité au niveau européen. On ne sait pas non plus dire ce que c'est qu'un emballage souple. Pendant un temps, on a essayé de donner une épaisseur, dire si ça fait moins de 100 microns, c'est plutôt un emballage souple. Mais aujourd'hui, on a des bouteilles ou des barquettes qui frôlent le 100 microns en termes d'épaisseur de paroi. Donc, c'est pas exactement ça la bonne définition. Pour nous, pour Citeo, on définit un emballage souple, c'est un emballage qui va finir dans les filières souples en centre de tri. C'est lié à un comportement en centre de tri. Donc, c'est le cas aujourd'hui des sacs, des sachets, des doigts packs, des films de fardelage, par exemple, des filets, qui vont, eux, s'orienter vers les filières souples en centre de tri. A contrario, on a des emballages, des composants d'emballage, comme les étiquettes, les manchons, les opercules, qui, eux, vont rester généralement accrochés avec l'emballage. Une étiquette, on la retrouve la plupart du temps encore accrochée à sa bouteille, une fois que le consommateur l'a triée. L'opercule d'un yaourt ou d'une barquette, c'est le même cas. C'est le nombre de Français et de Françaises qui retirent complètement l'opercule et reste relativement faible. Et donc, ces emballages, qui sont certes souples d'un point de vue mécanique, technique, vont avoir une fin de vie d'emballage rigide, parce qu'ils vont suivre la barquette jusqu'au bout. Et puis, dans ce centre de tri, on a aussi des cas particuliers. Il y en a un qui nous vient en tête immédiatement, qui est la gourde de compote ou la gourde de produits laitiers pour les enfants, qui, elle, de par sa composition qui est entre le rigide et le souple, va se retrouver un peu dans les deux filières, à la fois comme un emballage souple et un emballage rigide, et donc doit, pour être recyclable, rentrer, être compatible avec à la fois la filière rigide et à la fois la filière souple. Ce comportement en centre de tri est assez clé. On a beaucoup de connaissances sur le comportement en centre de tri. On apprend encore. Il y a des cas sur lesquels on a des doutes chez Citeo, et donc c'est pour ça qu'on mène des études avec les opérateurs de tri pour pouvoir toujours affiner de qu'est-ce qui est un souple et qu'est-ce qui est un rigide. Qu'aujourd'hui, on retrouve principalement 3 matériaux dans l'emballage souple. La plupart, en termes de tonnage, sont en plastique, mais on trouve également des emballages qui sont en papier, avec des multicouches papier plastique et de plus en plus des papiers avec une couche qui va être, ce qu'il faut l'appeler plastique ou non. En tout cas, c'est une couche de résine, de paraffine, de quelque chose qui va permettre l'étanchéité ou la soudure. Des emballages aluminium également, qui vont se comporter comme des emballages souples dans les centres de tri et qui auront aussi leur filière. Donc, quels sont les emballages souples qui seront recyclés dans le cadre de l'extension des consignes de tri, qui est quand même maintenant de plus en plus notre réalité. Donc, je ne reviens pas là-dessus, on est à 40% aujourd'hui des Français en extension des consignes de tri, on sera à 100% en 2022 et on passera la barre fatidique de la moitié de la France sans doute sur la fin de l'année. Fin de l'année, début d'année prochaine.
C'est une date importante, le basculement à 50% des Français qui sont concernés, car c'est aussi l'évolution du marquage, unpack, qui change à ce moment-là. Donc aujourd'hui, 40% des Français peuvent déjà trier leurs emballages, tous leurs emballages, dont leur souple plastique. Et dans ce cas qui représente le futur, on a des filières de recyclage pour le papier, les souples papier, avec des règles d'éco-conception qui sont émises par le CEREC, avec leur site internet. Sur les emballages d'aluminium, ces souples sont généralement ensuite captés dans les centres de tri via ce qu'on appelle le tri des petits métaux. On n'a pas encore tous les centres de tri qui sont équipés pour aller les chercher, ces petits allumes, et on va en avoir de plus en plus. Et là, on va essayer de capter tous les aluminiums, combinaison aluminium plastique ou aluminium papier, pour les envoyer vers un recyclage qu'on appelle la pyrolyse, où on va brûler la partie organique, le papier ou le carton, et on va récupérer l'aluminium. Et enfin, les souples en PE, où là, on a une filière de recyclage, on va en parler après, il y a des recycleurs qui ont investi. On aide même un retour à l'utilisation de RPE, et les règles des conceptions sont émises par le COTREP en France, qui donne les bonnes pratiques pour faire des emballages recyclables dans la filière PE. Vous voyez qu'ici, on n'a pas encore la filière PP souple, mais on va en reparler après, parce que on a une conviction chez Citeo, qu'on partage de plus en plus avec les acteurs de la chaîne, notamment Ellipso, sur le fait qu'on va avoir besoin d'une filière qui est capable de traiter les souples PP. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie de l'avoir en extension, car cette filière n'existe pas. Si on regarde un petit peu le gisement de nos emballages souples plastiques, déjà, le film et les souples représentent 310 000 tonnes. Vous voyez que c'est un 30% à peu près de tous les emballages souples qu'on a sur le marché. Et dedans, on a un gros gisement de films PE, qui sont d'ailleurs la plupart du temps mono-PE, à date, qui fait 120 000 tonnes. Et donc, on comprend assez logiquement, quand on voit cette slide, pourquoi la filière de recyclage, la première sur les souples, a démarré sur le PE. C'est vrai en France, c'est vrai partout en Europe. C'est le plus gros gisement, c'est le plus homogène. Ensuite, le deuxième plus gros gisement, c'est les souples PP. 40 000 tonnes, c'est les chiffres qu'on a chez Citeo à date. Et ensuite, on a un gisement qui est de 150 000 tonnes, qui est d'emballages divers, des complexes, des films PET, et puis des films compostables, par exemple, avec les sacs fruits et légumes. Et donc là, notre enjeu, par rapport à cette estimation de gisement, vous l'aurez compris, c'est qu'on doit tendre vers des emballages recyclables. Donc il faut créer la filière PP, en tout cas trouver une solution pour ces films PP, et que ce 150 000 tonnes puisse basculer dans les catégories PE ou PP dans le futur, ou papier, ou alu, si on reste sur le souple, mais dans d'autres matériaux, si la solution plastique n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en Europe? On va commencer par l'Europe et après on va redescendre sur ce qu'on fait en France. Simplement vous dire qu'en Europe, la plupart, on a de plus en plus de pays, on va le dire comme ça, qui recyclent les emballages en PE souple, qui sont engagés dans des démarches. J'ai mis le cas des Royaumes-Unis où il n'y a pas encore d'engagement national sur les souples PE. Ça montre qu'il y a encore des pays où il faut même aller chercher le PE et il y a pas tout est mis en œuvre pour y arriver. En France, on est en train de se mettre vraiment en place, donc 40% des Français qui les trient, les recycleurs sont là, donc maintenant c'est une question d'étendre les consignes aux Français. Et puis dans d'autres pays sont déjà plus avancés sur la collecte des films PE au global. C'est le cas de l'Espagne et du Portugal qui les récupèrent tous partout sur le territoire et qui du coup derrière ont une filière de recyclage. Essaye de faire du volume. Et puis après, on a le cas de certains pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ou encore l'Italie, plus occasionnellement, qui vont essayer de recycler une partie des films PP dès à présent. Donc avec plusieurs stratégies, soit un mélange avec des films PE pour faire ce qu'on appelle le mix plastique, soit un mélange du souple PP avec le rigide PP, un mélange souple-rigide. Et donc on va avoir ce type d'initiative qui représente une partie du film PP dans ces pays-là. Pas tout le film PP, c'est certains centres de tri qui font ces qualités-là. Donc c'est pour essayer de commencer à recycler du film PP, sachant que quand on discute avec nos confrères allemands du DSD,
équivalent de Citeo en Allemagne, on a la même vision sur le besoin de créer une filière dédiée au film PP. Des projets sont en cours également outre. Alors, une question qui nous revient souvent chez Citeo, c'est pourquoi dès à présent, en France, de faire ces mélanges de PE et de PP. En fait, ce mélange-là, on n'a pas sauté le pas parce que c'est une filière qui pose beaucoup de questions. C'est une filière qui pose beaucoup de questions parce que déjà, dans ces pays, on n'a pas la même collecte. Collecte les fibreux d'un côté, donc tout ce qui est papier carton, et les plastiques métaux de l'autre. Et ça permet de faire plus de choses en termes de tri que ce qu'on fait en France. Donc ça, déjà, est-ce que ça marcherait de faire du tri de film PP en France? On va le voir, on essaye de le faire. Mais également, on voit que les usines de recyclage, même en Allemagne, ne sont pas suffisantes pour le flux allemand. Donc là, on a une vraie question de débouché. Le modèle économique n'est pas là. Il faut payer le recycleur. En France, on est plutôt à ce que le recycleur achète les déchets aux collectivités. C'est l'inverse. Il faut payer le recycleur. Donc c'est un autre modèle qu'on n'a pas en France. Et puis les débouchés aujourd'hui sont d'une qualité limitée. Donc ça veut dire aussi ne pas pouvoir avoir autant de tonnes de débouchés nécessaires par rapport aux mises en marché annuelles. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Pas dire qu'on n'a pas j'ai pas mis de réponse là dans la slide. En tout cas, aujourd'hui, toutes ces questions n'ont pas été résolues et donc ça ne tend pas vers la création de ce mix comme ça existe dans certains pays. Et comme je l'ai déjà mentionné, on est plutôt sur une stratégie de l'isoler pour lui donner plus de valeur. Pourquoi, deuxième question qui nous revient souvent, pourquoi ne pas le recycler avec les rigides, comme c'est fait dans certains centres de tri allemands et chez certains recycleurs allemands? En France, on a discuté avec nos recycleurs de PP rigides et il ressort très clairement que les machines, les lignes actuelles ne sont pas du tout adaptées pour avoir ce mélange de souple et de rigide en PP. Mais également, c'est la même chose sur du mélange de rigide PE et de souple PE. Les broyeurs, c'est adapté soit au souple, soit au rigide. Ça, on a un enjeu à ce niveau-là. Le séchage, les paillettes de souple, on sait que ça garde plus l'eau que les paillettes de rigide. Et donc, du coup, quand on va chauffer la matière à nouveau, ça va faire plus de gaz. Donc, ça va faire mousser la matière recyclée. C'est possible. Hein. À chaque fois, il y a des machines qui existent pour gérer ça, mais aujourd'hui, les recycleurs sont pas équipés. Et puis, on peut même aller jusqu'au bout de l'histoire et se dire, est-ce que aujourd'hui, j'ai un grade de PP recyclé qui correspond au marché de l'automobile, par exemple. Si je rajoute du souple dedans, est-ce que j'arrive toujours à vendre mon recyclé à l'automobile? Ça demande complètement d'être vérifié. Donc, à date, on a émis un avis COTREP pour dire qu'on ne voulait pas mélanger le souple et le rigide collectivement avec les recycleurs. Encore une fois, le souple doit avoir ses filières dédiées. Pour toutes ces raisons, ça n'empêche pas que les recycleurs vont apprendre à gérer, ils le font déjà, les opercules sur les barquettes. Ça, c'est leur job, parce que de toute façon, on l'a dit, ça arrive ensemble chez eux. Ou ils vont aussi apprendre à gérer certainement les gourdes. Pareil, on a mentionné qu'elles allaient finir chez les recycleurs de rigide. Donc on le teste avec eux actuellement, voir si ça pose pas de soucis, ça marche, ou quelles sont les conditions pour qu'ils les acceptent. Mais ils savent déjà qu'un petit nombre restreint de souples va finir chez eux. Le but n'est pas de mettre tous les films souples avec le rigide. Donc, quelle est notre vision finalement là-dessus? Si on résume un peu la situation avant de détailler les filières PE-PP, c'est que d'un point de vue éco-conception, on va vous inciter à tendre vers 100% d'emballage souple en PE ou PP, vu que c'est les deux filières qui se dessinent. Le PE, c'est la sécurité, on va dire ça comme ça, parce que on a déjà des recycleurs et qu'on est sur une filière de recyclage à consolider, plus qu'à créer. On sait également que des basculements sont possibles. Aujourd'hui, on va en parler après, des PE orientés, des PE HD qui arrivent, qui nous permettent de remplacer les complexes PE-TPE. Ça, c'est intéressant, ça va nous permettre de basculer un certain nombre de tonnes de complexes vers du PE et on va voir comment on peut vous aider à faire ça, on le fait déjà via des projets. Puis après, il y a le PP. Et sur le PP, on a lancé un projet avec Ellipso, donc les représentants des fabricants d'emballage plastique et d'emballage souple, pour
tester à la fois le recyclage mécanique des films PP tout seul, c'est une piste. L'autre piste, c'est de garder ce mélange de PE et PP en centre de tri comme le font les Allemands, mais l'envoyer directement en recyclage chimique. Il y a des procédés de pyrolyse ou de gazéification. C'est des procédés où on transforme des matières plastiques en naphta, le gaz qui nous permet de refaire du plastique vierge. Donc on va bien tester les deux, à la fois le tri et puis le recyclage mécanique ou le recyclage chimique. Mais encore une fois, sur le PP, c'est notre vision, on va en avoir besoin. Malheureusement, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas cette filière, ces conditions qui sont réunies dans un autre pays dont on pourrait complètement s'inspirer, qu'on est en train de défricher. Et on n'est pas les seuls à le faire, vu que d'autres pays le font aussi. Et enfin, il y aura un tonnage d'emballage qui sera compostable à domicile ou industriellement, et c'est les sacs fruits et légumes et les étiquettes de fruits et légumes. C'est hyper restreint, c'est un monde relativement fermé, ça ne s'applique pas aux autres flexibles, c'est imposé par la loi d'ailleurs. Et pourquoi je dis que ça ne s'applique pas aux autres flexibles, c'est parce qu'on n'aura pas de filière de compostage industriel en France pour des déchets d'emballage. On a fait une conférence avec l'ADEME et les collectivités et les acteurs du déchet, du compostage en septembre l'année dernière. Il s'est remonté très clairement des pouvoirs publics, des collectivités et des acteurs du déchet qu'il n'y aura pas de structuration de la collecte des biodéchets en France. Et en plus, la filière biodéchets ne sera pas pensée pour accepter de l'emballage. Ce sera quelques emballages qui contiennent encore des denrées organiques et qui voudraient être dedans, de s'adapter. Donc ça concerne les sacs fruits et légumes, les étiquettes de fruits et de légumes. Ça peut aussi concerner des produits qui ne sont pas de l'emballage, comme des sachets de thé ou des capsules de café. Alors, sur le PE, on a aujourd'hui en France 2 usines qui se sont créées pour recycler nos films PE. Donc, il faut imaginer que les premiers films PE qu'on a aménagés, qu'on a collectés en France, c'était 2012. C'est pas si vieux. Et ça a déjà permis l'investissement de 2 acteurs, Macaron et Barbier, en France pour reprendre ces films souples et les recycler et produire des granulés de RPE. Donc, Macaron, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, c'est une entreprise qui faisait déjà du recyclage de films PE en Espagne, qui a donc monté un site français. Barbier, c'est un leader européen, PME française mais leader européen du film plastique, du film PE, et qui a investi dans le recyclage pour valoriser ses produits et puis les films PE des autres pour faire une boucle fermée aux films PE. Donc aujourd'hui, on produit des balles dans nos centres de tri en France qui ont une très bonne qualité par rapport à ce qu'on trouve sur le marché européen. On a demandé aux centres de tri de nous faire tirer la qualité vers le haut. C'est jamais assez, hein, mais pour les recycleurs, on aimerait être à 100% de films PE dans la balle de déchets qu'on leur livre, mais on est plutôt autour de 90%, ce qui est quand même une très bonne qualité à date. Donc il y a encore des progrès en tri pour faire mieux. On a des films teintés, des films moins imprimés, donc on fait avec. On ne sait pas faire du recyclage de retour contact alimentaire par voie mécanique chez Macaron Barbier à date. Et donc les débouchés sont plutôt dans le sac poubelle ou de plus en plus dans le retour dans des films pour l'emballage. Quand on va dans le détail de savoir, dans mon film PE, quels sont les éléments qui pourraient rendre recyclable ou nuire au recyclage, qu'est-ce qu'on connaît? On ne sait pas tout. Aujourd'hui, on base nos recommandations principalement sur des retours d'expérience terrain, travaux avec les recycleurs et puis notre expérience qu'on a au COTREP depuis 20 ans pour émettre des avis. Par contre, cette situation où on se base uniquement sur des retours d'expérience ne nous convient pas complètement au niveau COTREP et au niveau Citeo. Et du coup, on est en train de construire une ligne de test, une ligne pilote de recyclage où vous pourrez demain tester vos emballages souples. Ça va permettre vraiment d'avoir des avis beaucoup plus rapides sur est-ce qu'un emballage souple se recycle ou pas. Donc on sait déjà des choses. Et ça, on le publie déjà dans un certain nombre de nos documents où on l'intègre dans nos outils comme l'outil TREE, TREE, où vous pouvez sur Internet modéliser votre emballage et savoir s'il se recycle ou pas. Par exemple, on sait déjà que le PEBD est la résine à privilégier dans les PE, mais qu'on accepte tout type de PE.
au recyclage. On sait aussi que les combinaisons PET-PE ou PP-PE vont être éliminées en centre de tri et ne seront pas envoyées vers le recycleur, ne seront pas recyclables. Le VOH, un certain nombre d'études qui montrent qu'on a des compatibilités entre le VOH et le PE lors du recyclage, notamment en ce moment où le VOH représente moins d'1% de la matière qui rentre chez un recycleur. On est dans des taux très très faibles. Parce que les packs d'eau, parce que les sacs de sortie de caisse n'ont pas besoin de VOH. Et finalement, le nombre d'emballages barrières en PE est relativement faible à date sur le marché. On sait également qu'un aspect aluminisé, la présence d'aluminium, même en couche en encre métallisée, ça peut nuire au tri optique, la reconnaissance de l'emballage au centre de tri, mais aussi qu'on n'a pas assez de connaissances sur la fin de vie et sur l'impact au recyclage. On lit tout et son contraire sur son impact, et donc à date, on recommande de ne pas aller dans cette voie-là. Enfin, pour citer un dernier exemple, les poignées PP ou les robinets en PP qu'on peut avoir sur certains emballages, ou les bouchons en PP d'ailleurs, c'est toléré aujourd'hui. On arrive à recycler du PE avec un peu de PP à l'intérieur. Mais les tris optiques des recycleurs sont réglés pour éliminer ces morceaux d'emballage une fois broyés. Quand vous imaginez, on broie un bag-in-box par exemple, ou un pack d'eau avec une poignée, et bien le morceau de PE qui a encore la poignée ou le morceau de PE qui a encore le robinet parfois est éjecté par les recycleurs pour pas amener trop de PP chez eux jusqu'à l'extrudeuse. Donc ça, c'est important à le savoir, c'est pas bloquant le fait d'avoir du PP, c'est pas idéal non plus. Donc tous les travaux pour basculer Sont coupés. en petit toutes les étapes. Et cette ligne, ainsi que les protocoles, sont faits avec Macaron et Barbier pour être le plus représentatif du terrain et de chez eux. Ça va être une première, cette ligne. Elle n'existe nulle part, c'est pour ça qu'on l'a créée, notamment. C'est parce qu'on a aujourd'hui, on voit beaucoup de certificats partout en Europe sur la recyclabilité des souples, mais en fait, la plupart de ces certificats reposent soit sur des retours d'expérience sans test, soit sur des tests des fabricants de machines de recyclage, et souvent soit dans des labos sur des toutes petites quantités. Donc là, plus représentatif de ce qui se passe au niveau industriel. Donc cette échelle pilote de 50 kg, au passage, c'est ce qui existe déjà sur les emballages rigides en PET. Et donc on est en train de reproduire sur le souple. La ligne sera à Oyonnax. On la termine cet été, normalement, si tout va bien. On va se réserver la fin de l'année pour faire nos premiers tests COTREP et valider que c'est bien représentatif des recycleurs, des lignes industrielles. Et puis petit à petit, en 2021, elle sera ouverte à tous. Donc vous pourrez aller à Oyonnax, faire tester votre emballage pour savoir s'il est recyclable ou pas dans la filière PE. Un des grands sujets dans ce monde du film PE et qui nous occupe beaucoup en éco-conception et en recyclabilité actuellement, c'est l'arrivée des PE orientés. C'est très intéressant ces PE orientés parce que comme ils apportent à la fois de la rigidité et une température de soudure différente des PE classiques, ça nous permet de faire des multicouches PE qu'on peut souder
sans trace extérieure. La rigidité, ça nous permet une tenue en rayon, mais ça permet aussi d'apposer certaines barrières qui étaient difficiles sur des PE souples. Et donc, ça fait qu'on a un potentiel de 30, on estime entre 30 et 40 000 tonnes de films complexes qui pourraient basculer vers ces PE orientés. Ça fait depuis 2012 qu'on vous a dit d'essayer de sortir du complexe et de basculer vers des films PE, donc vous le faites, bravo. On va vraiment dans le bon sens. Donc oui, on s'engagera à recycler ces structures. Les gens s'interrogent beaucoup sur comment les recycler, mais oui, on va les recycler. Après, forcément, on doit l'anticiper parce que ces structures, c'est pas exactement le même PE qu'on a aujourd'hui. Donc les recycleurs doivent aussi s'adapter. Et puis, on risque d'emporter beaucoup plus de barrières dans cette filière de recyclage que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça mérite des validations sur le VOH, ça mérite des validations sur les ALOX, par exemple, qui sont les deux barrières les plus représentatives du secteur. Pour faire ça, et pour illustrer ce qu'on fait, on a 7 projets qui ont été retenus dans le cadre des appels à projets éco-conception et recyclage. Donc, par exemple, un projet avec Legatec, Barbier, Deltasac, Alimac, Enkel et Evian, ça fait beaucoup de monde, où on va travailler sur les packs d'eau qui sont en PE, aujourd'hui avec une poignée en PP, pour les faire évoluer vers un pack en PE avec une poignée en PE orientée. Pourquoi pas? Ça a l'air plutôt bien parti, on a des travaux avec eux et on avance là-dessus. Donc là, c'est une bonne utilisation du PE orienté pour remplacer les poignées PP qui font aujourd'hui perdre un peu de matière chez le recycleur. On travaille également avec ce consortium sur des doigts packs, des stands de Pudge, qui seraient à la fois barrières ou pas, ça dépend, mais en tout cas, on va jusqu'à des structures barrières qui seraient recyclables. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des gens comme Legatec ou Deltasac qui nous travaillent sur les types de PE pour avoir la structure, et également Henkel qui vient nous aider à trouver les cols, les adhésifs, le tie layer, qui va nous permettre entre les deux couches de PE de ne pas impacter le recyclage. Aujourd'hui, c'est principalement des polyuréthanes. Et donc, on va se poser la question, est-ce qu'on est obligé de rester en polyuréthane? Est-ce qu'il y en a des polyuréthanes qui sont mieux que d'autres pour le recyclage? Et donc, la force d'avoir un Barbier qui est recycleur également dans le groupe va nous permettre d'avancer et de faire des recommandations en termes de taille layer. C'est assez global. On a un projet également sur les souples avec l'Alliance 7 et notamment le café Biscuit Bouvard, Café Richard, C'est moi et Valrhona, où on part de structures qui sont complexes ou de structures qui sont en PP et on va réfléchir, est-ce qu'on est capable sur ces produits-là de basculer sur des souples PE compatibles au recyclage. Et là, encore une fois, les PE orientés viennent ouvrir des possibilités qu'on n'avait pas avant pour faire cette recherche de solutions. On a enfin, au niveau éco-conception, un projet qui est toujours sur le plastique, sur l'utilisation de RPE, de PE recyclé. Alors là, c'est sur les enveloppes pour la vente par correspondance. On sait que c'est un secteur qui se développe fort. Et bizarrement, c'est un secteur qui utilisait plutôt du PEHD et donc pas de recyclé. Donc là, est-ce qu'on est capable de faire des enveloppes en PEPD avec du RPE à l'intérieur, issu des emballages ménagers ou issu des films de palette? Voilà, on creuse cette piste-là avec Dodiplast. Et enfin, toujours on sort du plastique pour aller vers le papier. Projet avec Haribo. Haribo nous a mis un cahier des charges très simple, c'est de basculer du sachet PP qu'ils ont aujourd'hui, avec des barrières graisse, barrières eau et transparence, vers du papier. C'est un défi qu'on relève avec notamment le centre technique du papier. Ensuite, on a 3 projets de recyclage. D'un côté, on a un projet avec Barbier, encore lui, sur faire du recyclage des films PE pour un retour au contact alimentaire, produire du RPE mécaniquement apte au contact alimentaire. L'intérêt de recycler du film et d'essayer de tendre vers du recyclage contact alimentaire, c'est que le film, finalement, est très peu en contact direct de l'aliment, contrairement à des barquettes ou à des bouteilles. Et donc, on aurait une facilité à le décontaminer par rapport à du rigide. Ça, c'est une première piste. Et le deuxièmement, c'est que Barbier a commencé avec des projets qui s'appelaient Repali il y a
5 ans au moins à travailler sur ce sujet-là. Donc là, on est à la poursuite de leurs travaux. À date, pour que ce soit très clair pour tout le monde, l'EFSA, l'Agence de santé européenne, ne permet pas de faire du RPE contact alimentaire, sauf cas hyper rare qui est les bacs de fruits et légumes qui redeviennent des bacs de fruits et légumes. C'est un cas hyper maîtrisé et hyper fermé. Sinon, via la collecte sélective, il n'y a aucun cas où le RPE peut revenir au contact alimentaire, donc ce qui est possible aujourd'hui. Mais on ne désespère pas et on travaille sur ce qu'on appelle le challenge test, donc le test qui est demandé par l'EFSA, qui serait demandé dans le futur à l'EFSA pour valider des recycleurs qui produisent du PE recyclé apte au contact alimentaire. Ça, c'est un projet avec Barbier. Et enfin, deux tests, un avec Recycling Technology, Mars, Nestlé, Total, sur la pyrolyse et un avec Eti, pareil sur de la pyrolyse. Là, le but, c'est de récupérer du PE, du PP souple, de les transformer, comme je le disais, en gaz, en huile, pour pouvoir derrière extraire du naphta et refaire de la matière recyclée. Ça, c'est du recyclage chimique via pyrolyse. Donc ça, c'est deux projets qu'on accompagne dans le cadre des appels à projets, parce que c'est une voie crédible pour les PE complexes et pour un certain nombre et pour les films PP dans le futur, et que ça a des défauts et des qualités. On va dire très rapidement, le défaut, c'est que les rendements ne sont pas au niveau du recyclage mécanique à date, ou des autres formes de recyclage chimique comme la dissolution. Ça, on est un peu en retrait. Par contre, ça permet dès à présent de revenir au contact alimentaire sur les matières recyclées. Alors, sur le recyclage des emballages sous PP, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 2012, à chaque fois qu'on lance un appel à projet, donc on est au 4e, on a mis dans les dossiers prioritaires qu'on retiendrait des projets pour recycler les films PP. Et on a eu une seule réponse, enfin deux réponses depuis 2012 uniquement. Et les deux réponses, c'est les projets sur la pyrolyse que je viens de vous présenter. Donc, comme ça ne prend pas, comme très clairement on voit que on ne reçoit pas de projet, il n'y a pas d'industriels qui nous montrent des projets de recyclage sur les films PP, on a fait le choix, Citeo, avec Ellipso, de créer ce projet par nous-mêmes. De se dire à nous de le porter. Si personne ne veut le faire, on va le porter. Et donc, on se donne là 2 ans pour évaluer le gisement, faire des tests de tri dans les centres de tri et chez les équipementiers de machines de tri, Tomra et Pelling sur le tri optique, faire des tests de tri, essayer de voir quel type de film PP on arrive à sortir. Est-ce que c'est que du mono PP? Est-ce qu'on accepte le PP aluminisé? Est-ce qu'on accepte les combinaisons PP-PVDC qui sont encore assez présentes sur le marché? Les combinaisons PP-PE? Voilà, se poser toutes ces questions-là et voir ce qu'on est capable de faire techniquement suivant le besoin du recycleur. Tester également du recyclage mécanique, chimique. Mécanique, ça peut être des gens qui ont des projets pour du recyclage vers du non alimentaire ou des recyclages vers du PP alimentaire à la fin. Et puis bien sûr, regarder l'économie de tout ça et l'environnement, s'assurer par une ACV qu'on est toujours bien dans un recyclage qui améliore le bilan environnemental global par rapport à la valorisation énergétique. Et puis sur l'étude économique, être sûr de notre coût ou au moins pouvoir vous prendre une décision collective avec nos clients utilisateurs PP, parce que demain, si cette filière est possible mais coûte cher, ça veut dire que ça peut potentiellement impacter le tarif. Donc, on doit prendre ces décisions économiques ensemble une fois qu'on a trouvé les solutions techniques. Donc, on a créé un comité de pilotage pour ce projet. Vous avez les marques qui sont impliquées dans le comité de pilotage. Et surtout pour vous, on a créé un comité de suivi sur lequel vous pouvez rejoindre pour être au courant de l'avancée de ces projets et de ces travaux. Et pour le rejoindre, c'est très simple. Si vous êtes fabricant d'emballage, vous contactez Emmanuel Schossling chez Ellipso. Et si vous êtes metteur en marché, client, distributeur, vous contactez votre contact chez Citeo, votre porte d'entrée chez Citeo pour pouvoir participer
au comité de suivi et recevoir toutes les informations sur nos avancées sur ce projet. On est bien sûr, que ce soit Ellipso ou Citeo, preneur de vos retours d'informations sur les types de films PP que vous utilisez, les complexages que vous pourriez faire, parce que ça nous aide derrière à affiner nos travaux sur le tri et sur le recyclage. Donc, comme je le disais, on a également un œil, une oreille tendue vers l'Allemagne sur ce sujet-là, vu qu'ils sont le DSD, l'équivalent de Citeo en Allemagne, a un projet similaire pour essayer de donner plus de valeur, créer de la valeur sur le recyclage des films PP, avec cette vision partagée qu'on ne pourra pas construire un monde en économie circulaire uniquement avec du film PE et du papier. Donc en conclusion, et avant de passer aux questions qu'on a reçues tout au long du webinaire, c'est quoi les prochaines actions? Du côté Citeo, on est en train de finir cette ligne Cotrep IPC avec nos partenaires du Cotrep, donc Valorplast et Ellipso, et avec donc, le centre technique de la plasturgie IPC, et puis un petit nouveau au Cotrep qui est le SRP, donc qui représente les recycleurs de plastique qui sont en train de nous rejoindre. Et donc là, on va construire cette ligne de test sur lesquelles le Cotrep s'engage à tester un certain nombre de sujets. Donc là, les premiers tests que nous allons faire, nous en tant que Cotrep et financés, ça va être le VOH, le PP et les différentes formes de métallisation. Et puis ensuite, à partir de 2021, cette ligne est ouverte pour vos propres essais, en parallèle de ceux du Cotrep, pour pouvoir aller tester vos emballages et vous dire, tiens, ça marche, ça marche pas. Et on publiera au niveau Cotrep toujours des guides à jour pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions au fur et à mesure qu'on construit, qu'on consolide la connaissance. On a ces 8 projets R&D qui sont en cours. Et ce qu'on vous propose, c'est, on est en train de construire une journée, une demi-journée en octobre pour que les porteurs de projets puissent vous présenter où ils en sont. On espère pouvoir le faire de manière physique. Et vu la situation, on a encore des incertitudes là-dessus. Donc on est en train d'y travailler et on aimerait bien permettre un moment d'échange avec les porteurs de projets, mais également toutes les entreprises qui ne sont pas directement dans les projets, ou qu'elles puissent discuter entre elles sur les avancées à faire sur les souples par rapport à ce qu'on fait en R&D chez Citeo. On a un groupe de travail sur les bag-in-box au sein d'Adelph, qui fait partie du groupe Citeo. Donc ça, c'est comment concevoir les bag-in-box recyclables par rapport aux emballages ménagers. On a déjà un certain nombre de retours d'expérience. En fait, ce qui nous intéressait dans les bag-in-box, c'est on a déjà sur le marché des structures qui sont compatibles avec les filières de recyclage, avec les recommandations Cotrep, et d'autres non. Donc on voulait creuser, comprendre pourquoi on avait ces différentes structures, si c'était possible d'avoir que des structures compatibles, et donc on va maintenant jusqu'au guide pour aller aider les metteurs en marché, les distributeurs à choisir la solution qui se recycle. Bag-in-box qui a pris une part importante dans le vin ces dernières années. On a également un projet Cotrep sur les gourdes. Vous avez peut-être vu des communications dans la presse ces derniers temps. Donc les gourdes qui sont aujourd'hui des complexes, souvent en PET-PE, vont évoluer petit à petit vers du PE ou du PP. Et donc là, on doit s'assurer, comme ces gourdes, je le disais au début du webinaire, se comportent à la fois comme un souple et à la fois comme un rigide, dans un centre de tri, 50-50. On doit derrière aller vérifier que ça n'impactera ni la filière souple ni la filière rigide, voire ça intéressera les recycleurs de souple ou de rigide. On a ce projet de recyclage des souples PP avec Ellipso. Là, il y a le comité de suivi si vous voulez être tenu au courant. Et puis, bien sûr, une veille innovation notamment via le Circular Challenge. On va aller chercher des startups qui innovent. Allez, je vais en citer une. On réfléchit en ce moment sur l'évolution des fûts de bière qui sont aujourd'hui difficilement recyclables avec des PET et beaucoup de nylon. Et donc là, on a une startup qui nous propose des fûts en souple, réutilisables et poches recyclables à l'intérieur de 2 poches, une poche réutilisable et une poche recyclable. Donc voilà, c'est des types de startups qu'on va aller suivre, qu'on va essayer de comprendre et puis qui en plus nous emmène vers du réemploi, ce qui est la tendance qu'on essaye de développer, à la fois au niveau de la réglementation, mais également dans les échanges avec vous, on sent que c'est une tendance de fond de développer les emballages réemployables là où c'est possible. Puis du coup, de votre côté, qu'est-ce que sont les prochaines actions de votre côté?
Bon, déjà, c'est de connaître votre portfolio, savoir si vos emballages s'inscrivent dans la bonne case ou pas en termes de recyclage. Donc là, de pouvoir regarder sur le site du Cotrep, sur l'outil tri. Ne pas hésiter à remonter les limites que vous avez à basculer vers du PE ou du PP à Citeo, pour qu'on ait bien la connaissance, et via Ellipso si vous êtes fabricant d'emballage. Bien sûr, si vous êtes sur des films non alimentaires, de regarder quelle est votre possibilité d'utiliser du recyclé. On a besoin encore de déboucher sur la matière recyclée. On met des bonus là-dessus, donc ça c'est important pour vous de pouvoir regarder quelle est votre possibilité de mettre du recyclé dedans. Peut-être dans le futur de mettre du recyclé ménager, même contact alimentaire, sans doute. On va y arriver petit à petit. Et puis sur les autres soupes, voilà, ça tourne beaucoup autour du projet PP. Et puis préparer les futurs appels à projets. Donc là, on en a un qui a été lancé en 2019 et qui est en cours. Et donc le prochain, généralement, on en relance un tous les 2 ans pour avoir un travail de qualité côté Citeo et avoir les équipes, vu que ça mobilise beaucoup de monde chez Citeo, qu'on puisse avoir du temps chez nous pour pouvoir accompagner bien les projets sur une période de 2 ans. J'ai juste mis un point qui est en dehors de la recyclabilité, qui est sur l'intégration de recyclés, justement. Donc, dès à présent, on peut mettre du PE recyclé dans des films non alimentaires. Ça existe, c'est disponible. Les recycleurs ont de la matière. Chez Citeo, pour tirer la demande, on a mis un bonus. Donc, on a une réduction de tarif de 50% dès qu'on atteint 50% de recyclé en 2020. Ce qui est quand même très important pour nous en termes, c'est le plus gros bonus qu'on a jamais eu. L'histoire de Citeo, donc ça c'est important que vous l'ayez en tête. Donc là c'est typiquement du film de palettisation qui revient du film de regroupement de bouteilles ou de canettes, par exemple. Et puis en 2021, on le fait évoluer pour inciter à mettre du PE issu d'origine ménagère, qu'on commence à boucler la boucle. Comme ça, vous avez toutes les informations dans notre guide du tarif, et également dans cette slide. Et pour que tout le monde soit bien au courant, on demande sur contrôle aléatoire de nos clients qui nous déclarent ce bonus de certificat EUCER Place du fournisseur. C'est pour s'assurer que le recycleur a bien transformé de la matière d'emballage industriel ou d'emballage ménagère et pas des chutes de production. On s'appuie sur un certificat européen des recycleurs pour pouvoir faire cette traçabilité. Et puis sur les emballages alimentaires, contact direct, on a actuellement beaucoup de questions sur le RPE Mass Balance. Donc c'est un PE qui est aujourd'hui commence à être proposé par un certain nombre de pétrochimistes et de producteurs de plastique vierge qui se mettent à transformer donc des huiles de pyrolyse en naphtha et donc en PE avec un système Mass Balance qui peut être certifié par tel ou tel organisme en Europe. Aujourd'hui, nous on considère que c'est un progrès parce que ce Mass Balance vient permettre de recycler plus de films souples. Donc ça c'est intéressant et donc ça on l'encourage, vous l'avez vu, on soutient des projets R&D. Après à date, c'est vraiment un appel qu'on lance aux entreprises qui font ça, de mieux cadrer ce qu'elles font, de mettre un cadre autour de ces certificats de Mass Balance, de mettre un cadre autour de la traçabilité. Parce qu'à date, un RPE Mass Balance certifié ISCC, dans les termes actuels, on n'a pas du tout la traçabilité pour prouver qu'il est issu d'emballage ménager ou d'emballage industriel post-conso. On n'a aucune traçabilité à ce niveau-là. On n'a pas de traçabilité pour savoir s'il y a les tonnages qui sortent d'une unité de production sont équivalents, correspondent au tonnage qui rentre dans l'usine. S'assurer qu'on retombe bien sur nos pattes. Donc voilà, donc là on a vrai besoin de mieux construire ce RPE Mass Balance pour pouvoir l'intégrer dans notre tarif et dans toutes nos actions. Ça n'empêche pas qu'on reconnaît tout à fait que c'est un progrès et que c'est du recyclage là où avant on n'en avait pas. Je vous remercie et du coup je vous propose maintenant qu'on passe aux questions. Alors bonjour à tous, Gauthier Massip, donc je suis le collègue de Vincent et j'ai pris l'ensemble des questions qui ont été posées. Je vais essayer de les retranscrire à Vincent qui va vous répondre.
et j'ai essayé de ranger ça. Donc ça ne sera pas forcément dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Alors, on va peut-être commencer par les questions autour de la consigne de tri. Pourquoi on ne communique pas plus, Vincent, aujourd'hui sur la dissociation des éléments associés, opercules, manchons, étiquettes? On a notamment mentionné en début de présentation le fait que ça pouvait poser problème dans les filières de rigide. Pourquoi on n'a pas une communication sur cette dissociation des éléments associés aux emballages? Alors, la raison principale, c'est que le retour d'expérience aujourd'hui, quand on discute avec notre équipe qui est spécialisée sur la sensibilisation des clients, c'est que plus on complique le geste de tri et plus on perd des trieurs. Donc aujourd'hui, si je leur dis, déjà quand on dit maintenant vous triez vos emballages, on a 60-70% des Français qui le font. Si je commence à leur dire, vous me séparez l'étiquette de la bouteille, mais surtout pas de la barquette, on commence à rentrer dans une complexité qui peut nuire au geste de tri. Et donc, comme aujourd'hui, ce retour est régulièrement challengé de notre côté, et donc on a lancé une première étude qui est un retour conso. Est-ce que vous séparez les éléments? Est-ce que si je vous le demande de le faire, vous le faites? Est-ce que vous continuez de trier? Puis sans doute la prochaine étape qu'on va faire, c'est de vérifier que les dires des consos sur une étude conso se vérifient dans la vraie vie. Par exemple, pour prendre un exemple, nos amis belges ont fait l'expérience dans une ville où ils ont fait des affiches dans la rue à dire séparer l'opercule des barquettes. Et après, ils sont allés en centre de tri compter, voir si ça marchait ou pas. Donc c'est typiquement ce genre de test qui manque. Aujourd'hui, le retour qu'on a, c'est que plus on complexifie le geste et moins on trie d'emballage, ce qui n'est pas le but. Ok, merci. On a une question ensuite sur comment on fait le tri en centre de tri étendu pour trier tous les plastiques. En gros, j'imagine que la question qui nous était posée, c'est quelles sont les technos aujourd'hui sur lesquels on s'appuie ou les grandes étapes du centre de tri pour être capable, dans les zones en extension, de trier effectivement ces nouveaux gisements de plastique. Alors, sur les emballages souples, on compte le faire dans chaque centre de tri. Donc aujourd'hui, on a 170 centres de tri, on va tendre petit à petit entre 100 et 130 en France. Et donc, dans 130, on aura des filières de tri des souples. Donc, comment ça marche? On a d'abord ce qu'on appelle un tri balistique. Donc, ça peut être un trommel, donc un grand tuyau percé qui tourne sur lui-même, ou une table balistique. Simplement, quand vous mettez une table oblique et que vous la faites vibrer, les corps légers remontent et les corps lourds descendent. Ça permet de séparer ce qu'on appelle les corps creux, donc les bouteilles, les barquettes, des souples. Donc là, on va avoir des premières séparations qu'on a balistiques, et vous trouvez des vidéos sur notre chaîne YouTube pour voir à quoi ça ressemble. Et puis derrière, donc là, les souples se retrouvent ensemble. Puis derrière, via des machines de tri optique, donc là, chaque matériau, chaque résine plastique a un signal optique différent en infrarouge. On va aller séparer les papiers, cartons, des plastiques, et puis même on peut descendre jusqu'au type de résine pour faire des séparations. C'est pas parfait, ces méthodes-là. Par exemple, prendre un exemple qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que les combinaisons PE nylon, typiquement le sachet de fromage râpé, n'arrivent pas à être vues par les tri optiques comme un complexe et continuent d'être vues comme un mono PE. Et donc, ça induit en erreur le recycleur derrière. C'est pour ça qu'on est déjà en train de travailler sur l'étape suivante. C'est d'une part améliorer ces techniques de tri actuelles, parce que de toute façon, ces machines sont déjà installées partout. Donc, si on arrive à les améliorer, c'est le jackpot. Sinon, de rajouter de l'intelligence artificielle ou ce qui est en projet, les watermarks, qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le tri des emballages et aller continuer d'affiner pour avoir la meilleure qualité possible et pour vous offrir derrière du recyclé qui correspond à vos attentes. C'est ça le but aussi. Ok. Ensuite, sur la question, alors plein de questions sur la partie recyclabilité. Léa, je reviendrai vers toi après sur les questions de réglementation. Sur la partie recyclabilité, on a d'abord un premier point sur le pourcentage minimum de papier carton dans les emballages pour le considérer comme effectivement un emballage papier carton. Aujourd'hui, ce seuil est fixé à 50%. Est-ce que ce seuil va évoluer? À quelle échéance? Et est-ce qu'il est question éventuellement de ne prendre en compte que le poids des fibres? Alors, à date, on est bien sur cette règle des 50% pour dépasser 50% du poids de l'emballage pour pouvoir être considéré comme un emballage papier-carton et être orienté vers la filière de recyclage.
un certain nombre de pays européens ont fait le choix de relever cette barre, parfois jusqu'à 90%, pour améliorer la qualité de la filière de recyclage du papier carton, avoir plus de fibres produites et donc un meilleur bilan économique. En France, à date, on réfléchit à une évolution à la hausse de ce 50%, mais rien n'est fait. C'est des discussions avec la filière papier carton et les recycleurs pour tirer la filière vers le haut. Donc on a vraiment ces débats-là avec la filière. Mais aujourd'hui, ils acceptent, on a des recycleurs qui acceptent des emballages qui n'ont que 50% de fibres. Et donc on fait avec cette réalité. Donc voilà, c'est en discussion, il n'y a pas d'échéance ou de planning très clair ou de garantie que ce chiffre évolue. En tout cas, on peut que constater qu'en Allemagne, en Belgique, en Espagne, Portugal, partout, on commence à mettre des limites plus hautes que le 50% pour essayer de tirer la qualité vers le haut et donc le bilan économique du recyclage. Ok. Alors ensuite, pas mal de questions sur les échéances sur la création de la filière PP. Est-ce qu'on a des deadlines, un calendrier un peu plus précis? Donc ça, c'est compliqué. Et notamment, du coup, des questions qui en découlent. Est-ce que ça vaut le coup? Aujourd'hui, j'en suis dans une structure plutôt PP souple. Est-ce que ça vaut le coup de switcher dès à présent sur une structure plutôt PE parce que la filière existe? Ou est-ce que le calendrier de la création de la filière va me permettre d'obtenir une solution à court terme? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle court terme. Vous imaginez, aujourd'hui, on est en train de faire de la R&D. Donc, on se donne 2 ans pour savoir si on peut les trier, quelle qualité on a, est-ce qu'il y a des travaux d'éco-conception à lancer, chez qui on les recycle. Aujourd'hui, on ne sait même pas chez qui on les recycle. La seule garantie qu'on a, c'est qu'on est persuadé maintenant chez Citeo, avec l'expérience qu'on a, et chez Lipso aussi, qu'on va avoir besoin de cette filière. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'inconnus, on est dans la R&D. Une fois qu'on aura défini les bonnes pratiques, la bonne méthode pour les recycler, il va falloir équiper du coup entre 100 et 130 centres de tri pour pouvoir les trier. Il va peut-être falloir créer une usine de recyclage. Donc voilà, donc on est dans une construction qui est beaucoup plus moyen terme que court terme. Ça faut être très clair là-dessus. En 2022, il n'y aura pas de recyclage de film PP en France. Si les investissements démarrent dès maintenant, on peut espérer 2025. Si on attend la fin de la R&D, on sera un peu au-dessus de 2025. Notre objectif, c'est vraiment de créer une filière pérenne, inscrite dans le temps, pour les obligations légales qui arrivent en 2030, qui est d'être recyclable ou d'être interdit de mise en marché. Souvent, on prend le temps pour faire les choses bien. Et parce qu'encore une fois, si Théo n'est pas industriel, n'a pas d'usine, n'a pas de camion. Et là, aujourd'hui, on est obligé de porter un projet, faute de porteur de projet, on porte un projet qui va demander des investissements industriels. Après, si vous pouvez basculer sur le film PE, c'est une sécurité pour vous. En fait, la filière existe déjà. Mais il y a un certain nombre de produits où le basculement vers le film PE n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Pour des questions de barrière, pour des questions de gras, par exemple. Donc là, de toute façon, il vaut mieux s'investir dans ce comité de suivi de recyclage des films PP que de mettre en jeu des millions d'euros pour basculer vers un hypothétique PE qui serait compatible avec votre produit. Ok, on a ensuite une question relative à l'ensemble des acronymes qu'on utilise. Je vais peut-être les faire en même temps. Qu'est-ce qu'un OPP? Qu'est-ce que le mixed PO? Donc j'ai répondu un peu, mais voilà, très rapidement. Autre question. Est-ce que, alors là c'est un peu différent, mais jamais aussi dans le même paquet. Est-ce qu'un OPE complexé M2 OPE est équivalent en propriété à un PP souple? Voilà. Ok. Alors, plusieurs choses. Le OPP, c'est un PP orienté. Donc, dans le monde du PP souple, on a du PP et de l'OPP, on travaille sur les deux et bien sûr qu'on va essayer de recycler les deux. Ça n'a pas de sens de faire que l'un ou l'autre. La différence peut-être entre les deux? C'est des techniques de production du film PP qui derrière donnent des propriétés légèrement différentes. Donc là, pour nous, en termes de recyclage, enfin en termes d'emballage, comme en termes de recyclage, on va s'adapter à la fois au produit, au type d'emballage, qui est la meilleure solution à chaque fois, et puis dans l'autre sens, en termes de recyclage, on va devoir gérer les deux dans tous les cas. Donc, il n'y a vraiment pas d'enjeu entre OPP et PP. Vous pouvez voir les deux termes circuler, mais parce que une réalité, c'est la complexité du monde du film PP.
Sur les OPE et MDOPE, les termes qui sont utilisés pour le PE orienté, c'est deux technologies différentes à nouveau, OPE et MDOPE, avec des propriétés encore un peu différentes à chaque fois, adaptées à voir à chaque fois selon votre produit, votre ligne de conditionnement, quelles sont les solutions les plus adaptées. Donc ça, c'est un travail à faire avec vos fournisseurs, avec les équipementiers de machines. On travaille aussi avec les producteurs de machines là-dessus, pour trouver les bonnes adaptations et pas avoir tout à changer. Et donc là, les MDO apportent en tout cas suffisamment de rigidité pour remplacer des PET. Ça, c'est intéressant. Du PP aussi, des PP. Ce qu'il faut quand même que vous gardiez en tête, c'est qu'on reste sur du PE, donc on n'a pas du tout de barrière aux graisses ou pas les mêmes barrières aux graisses ou au gaz qu'un PP ou qu'un PET. Donc ça amène forcément un complexage avec des coatings, avec de l'EVOH pour arriver à ce qu'on cherche. Un certain nombre de produits. Et enfin, le mix PO, j'avais mis un petit encadré dans les slides, vous l'aurez quand vous aurez les slides. Mix PO, c'est un terme du jargon de recycleur qui veut dire qu'on recycle en mélange le PE et le PP. On trie en mélange le PE et le PP. C'est les polyoléphines PO. C'est ce mélange-là de ces deux résines. Ok, super. Alors, peut-être un petit mot, on a une question sur la recyclabilité des films PPPE. Eh bien, du coup, on en a parlé. Aujourd'hui, dans la filière, tant qu'on n'a que la filière PE sur le marché, au niveau français, ces films sont détectés en centre de tri et sont envoyés en valorisation énergétique. Cette combinaison-là, on la détecte bien en centre de tri et on va l'envoyer en valorisation énergétique. On n'en veut pas dans le film PE. Demain, si on arrive à créer la filière PP, et notamment si en mécanique, il faudra valider qu'un certain pourcentage de PE est accepté. Et si on va vers du chimique, que ce soit de la dissolution, avec des projets comme PureCycle aux États-Unis, qu'on réfléchit pour développer en France, ou que ce soit via de la pyrolyse, bah là, le PE posera moins de problèmes. Donc voilà, c'est clairement, à date, c'est un sujet. Dans le futur, on compte bien recycler ces combinaisons PP-PE dans le flexible. Alors ensuite, j'ai des questions relatives vraiment au film PE et sa construction, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a une question sur comment bien choisir sa colle, et notamment pour éviter des perturbations, la colle pour l'étiquette ou d'autres types de colle éventuellement. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, cet aspect aluminisé? Est-ce qu'on parle d'une couche d'aluminium ou est-ce qu'on parle d'autres types de métallisation? Est-ce que la couleur également et les impressions sur le PE peuvent affecter ou impacter la recyclabilité? Donc voilà, on a ces trois questions qui, je pense, peuvent être éventuellement regroupées et avec la réponse autour du Geekotrade, j'imagine. Exactement. Donc, pour toutes ces questions hyper précises, plus on va aller dans la précision, plus il faut aller piocher dans les informations du Geekotrade pour avoir les réponses. Ça, je vous encourage vraiment à les lire et à creuser. Et vous n'aurez pas toutes les réponses sur tout, comme je le mettais dans les slides, parce qu'on ne sait pas tout, mais on l'assume. C'est bien pour ça qu'on crée cette ligne Geekotrade IPC pour en savoir beaucoup plus et vous aiguiller beaucoup mieux. Alors, on va commencer par les colles. Deux types de colles principalement dans les films flexibles PE. La première, c'est la colle d'une étiquette. Alors, il y en a, ou la colle pour la poignée. C'est pas si courant que ça, en fait, mais ça existe quand même, notamment sur des promotions. Et donc là, dans le film PE, à date, nos deux recycleurs, ils utilisent un lavage à froid dans de l'eau ambiante et sans soude. Donc c'est jamais très évident de trouver la colle qui va bien, qui va permettre à la fois de coller, surtout si on est sur des produits frais, en frigo, et qui va bien se décoller ensuite chez le recycleur. C'est pas impossible, en tout cas, nous on a des échanges avec des gens comme Henkel, BASF, mais également Bostik, sur quelle colle pourrait demain apporter des solutions pour ce type d'étiquette. Quelles sont les colles qui existent déjà. C'est pas le plus évident, les éléments collés sur film PE, c'est pas très évident de trouver la colle qui va bien. On est en train on va publier un guide d'ici la fin de l'année sur les étiquettes adhésives, quel que soit le type d'emballage, en partenariat avec l'UNFEA, qui est le syndicat des fabricants d'étiquettes adhésives, justement sur tous les travaux qu'on mène sur ces colles et sur les supports d'étiquettes.
Le deuxième type de colle qu'on va avoir, ou d'adhésif, ce qu'on va appeler les tie layers, c'est la colle qu'il va y avoir entre les couches de PE ou entre le PE et le VOH. Donc ça, aujourd'hui, on trouve un peu de tout. On trouve du PE, on trouve du nylon, on trouve du polyuréthane. Et donc ça, autant la colle, les adhésifs, les tie layers base PE ne nous inquiètent pas du tout. Sur ce qui est nylon ou polyuréthane, on est très clairement, c'est pour ça qu'on fait des projets avec Henkel, là, et Barbier, sur l'idée d'identifier quelles sont les bonnes colles pour ces structures complexes dans le futur. Et qu'est-ce qui va le moins impacter le recyclage. On va faire avec, à date on fait avec tous les types de colles, parce qu'on doit avancer. Dans le futur, très certainement, on ira vers des recommandations plus précises sur tel adhésif entre les couches est plus intéressant que d'autres. Alors maintenant sur les impressions, je finirai sur la métallisation ensuite. Sur les impressions, aujourd'hui on sait recycler des films très imprimés comme des films pas imprimés. On sait recycler des films teintés dans la masse comme des films transparents. On n'a pas de projet de trier les films transparents à part, parce que dans le film ménager, finalement, le film transparent est très très faible, en quantité dans le PE notamment. Et donc on sait faire ça. Après, il y a une règle de bonne pratique, c'est que moins on a d'encre et mieux on se porte au niveau coût économique du recyclage. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Moins vous imprimez, mieux on se porte de notre côté, du côté recyclage. Donc simplement, ayez-le en tête. Et ça peut aussi vous faire des économies de moins imprimer vos films. Donc tout ça va dans le même sens. On a notamment un guide d'éco-ancrage qu'on propose chez Citeo, si ça vous intéresse, pour utiliser moins d'encre. Et c'est pas bloquant. Et enfin, sur la métallisation, alors la métallisation, ça peut être soit pour du décor, avoir un film métallisé pour briller en linéaire, soit pour apporter une barrière. Et donc là, aujourd'hui, l'apport de métal ou de minéral d'ailleurs dans l'extrusion de plastique change à chaque fois les propriétés. Donc, si ça atteint l'extrudeuse, et si on refait des granulés de RPE derrière, ça peut avoir un impact sur la qualité du RPE derrière. Par exemple, pour rentrer dans les questions un peu plus techniques, ça peut donner un impact sur la fluidité de la matière, sur l'indice de viscosité, c'est-à-dire que la matière sera beaucoup plus fluide que ce qu'on a actuellement. Ça, c'est typiquement un impact qu'on peut avoir. Le deuxième impact, et ça je l'ai déjà mentionné, c'est qu'un film complètement métallisé, centre de tri, ou chez le recycleur d'ailleurs, quand il passe chez une machine de tri optique, si le tri optique touche la partie métallisée, le tri optique ne saura pas dire que c'est un film PE, et donc va l'éjecter vers les refus. Donc on a une double contrainte sur le métallisé. On a une contrainte de tri, qui peut se poser pour les couches internes comme pour les couches externes. Et après, on a une contrainte de recyclage qui est de est-ce que la métallisation dans le film PE vient impacter le recyclage à la fin. Je vous l'ai dit, c'est un des premiers tests qu'on fera au niveau du COTREF pour mieux vous éclairer là-dessus. Peut-être les précautions d'usage et les discussions avec les recycleurs nous ont poussé à le classer en rouge dans les recommandations COTREF sur retour d'expérience. Merci Vincent. Peut-être une petite précision sur les impressions. On n'a pas mentionné les aplats noirs sur certains films souples qui peuvent aussi perturber la détection. Les aplats noirs notamment qui contiennent du noir de carbone peuvent aussi avoir un impact sur la détection en centre de tri de ces films souples. Voilà, petite précision complémentaire. On a des questions désormais sur l'EVA réticulé ou non, est-ce qu'il est perturbateur de recyclage? Pour la question sur la taille également des films, et est-ce que des échantillons type échantillons de shampoing, etc., qu'on peut trouver qui sont dans ce type d'emballage vont être effectivement collectés et recyclés, et également peut-être je mets en même temps l'incorporation de sacs PET souples dans la filière PE. Est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'il y a une filière PET souple? Alors, j'ai mal entendu la première question qui était liée au nylon. EVA, ouais. Réticulé ou non, est-ce que l'EVA, ouais. Alors, est-ce que l'EVA, la taille et les films PET. EVA, on a plein d'EVA différents sur le marché. Il y a en fait, le taux de A varie très fortement d'un EVA à un autre. Et en plus de ça, on a des EVA qui sont réticulés sur le marché. Donc, on a plusieurs types d'EVA. Aujourd'hui,
On sait que chimiquement, par contre, le VA est plutôt proche du PE. Il y a une certaine logique que ces deux matières aillent ensemble. Après, la grande variation, la grande quantité de VA différents fait qu'on a des doutes sur la recyclabilité et que quand on refait des recherches bibliographiques, on trouve, et quand on interroge les recycleurs, il y a très très peu de tests et de résultats là-dessus. Donc le VA est clairement un sujet qu'on va tester au sein du COTREP pour pouvoir vous apporter des réponses là-dessus, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est pas du tout maîtrisé côté recyclage et côté COTREP. C'est clairement comme la méthanisation, encore plus que la méthanisation, parce que là on n'a pas de retour d'expérience terrain. On a besoin d'y voir plus clair sur les types de VA utilisés avant de mener des essais de recyclage avant de pouvoir vraiment se prononcer sur cette combinaison PE-VA. Sachant que le VA dans des complexes PE, ça peut représenter parfois plus de 50% du complexe. C'est presque un film VA au milieu des films PE. Sur la taille des emballages maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on dit à tout le monde chez Citeo, c'est notre retour d'expérience centre de tri, c'est qu'un film ou un souple d'une taille supérieure à A5 est correctement trié. C'est-à-dire qu'on arrive à des taux de captage qui sont élevés et qui permettent de valoriser un maximum de ces grands films dans les filières de recyclage derrière quand ils sont recyclés. Dès qu'on est en dessous, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas trié, ça veut dire qu'on sera de moins en moins bien trié plus on s'éloigne de cette frontière, de cette limite du A5. Donc même un tout petit emballage, une dosette de shampoing, il sera trié, mais on va peut-être trier un emballage sur 100, un emballage sur 1000, parce qu'on est très petit. Et donc là, c'est clairement, je vais pas vous demander de dire, alors, on va pas vous demander de faire des dosettes de 1 litre pour mieux les trier. C'est aussi au centre de tri de réfléchir comment aller capter mieux ces petits emballages. Il y a des travaux, hein. Il y a 10 ans, on vous disait que la limite était à A4, on est descendu à A5. Donc là, il y a toujours des progrès à faire. Il y a d'autres pays qui vont encore plus bas aujourd'hui, mais avec pas par des voies techniques, mais plus par une organisation de la collecte des emballages avec les cartons d'un côté et les plastiques métaux de l'autre. Ça permet d'aller chercher des plus petits emballages a priori. Et voilà, donc on va aller chercher petit à petit des plus petits emballages et c'est pour nous, quelle que soit la taille, c'est important de travailler sur la recyclabilité. Et le dernier point que tu mentionnais, Gauthier, la filière PET souple. Il n'y aura pas de filière PET souple, il n'y aura pas de recyclage du PET souple dans le futur. Ça, c'est très clair. Donc, c'est pour ça, notre co-éco-conception, c'est de tendre vers le PE et le PP. Après, autre cas, on a aussi des emballages souples en polystyrène sur le marché. C'est pareil, il n'y aura pas de filière de recyclage. Donc là, vraiment, sur ces résines-là, il faut tendre vers du PE et du PP pour espérer être recyclable à terme. Pourquoi on ne fait pas des filières de recyclage PET ou PS sur le souple? C'est parce qu'on n'a pas les quantités. Ça demanderait, on va faire des camions dans les centres de tri qui vont pouvoir être expédiés vers un recycleur une fois tous les 2 ans, 3 ans, vu les quantités. Donc ça n'a vraiment pas de sens économiquement et en termes d'organisation. Ok, merci. Alors, on a une question sur la différence en termes de recyclage entre un papier PE complexé et un papier PE enduit. Ok. Alors, là, aujourd'hui, on a fait vraiment le webinaire sur les emballages plastiques, mais si on parle un peu des emballages papier souples, notre sujet dans le recyclage des emballages papier, c'est qu'on cherche à récupérer la fibre qui est à l'intérieur de l'emballage. La fibre et puis par défaut les charges qui peuvent y avoir à l'intérieur de la fibre et qui resteraient intrinsèquement liées à la fibre. C'est ça qu'on va essayer de récupérer. On va pas chercher à récupérer le plastique ou la couche de cire, paraffine, peu importe, qui va être en surface, qui va être déposée en induction. Et donc tout l'enjeu, quelle que soit la technologie, ça va être de récupérer un maximum de fibres. Donc aujourd'hui, on sait faire sur un certain nombre d'enduits. On a déjà des retours positifs sur des vernis, par exemple. Des retours positifs où on arrive à récupérer des taux de fibres qui sont aussi élevés que quand on a une lamination en PE. Donc l'un comme l'autre ne peut pas poser forcément de problème au recyclage. Voilà, il faut juste avoir en tête qu'on ne recycle pas la partie fossile, la partie en tout cas polymère de l'emballage. Ok.
Ensuite, on a une question sur l'intérêt le côté réaliste de la filière chimique, de la filière chimique du PP en AFNA, ouais, et du coup le retour au contact alimentaire. Voilà, c'est une piste aujourd'hui qui est clairement envisagée. Donc, je pense que la question a été déjà partiellement répondue. Oui, il y a déjà des productions en Europe, ou déjà sur le marché, du PE ou du PP recyclé apte au contact alimentaire issu de ce recyclage, avec ce certificat Mass Balance qui existe. Donc c'est déjà une réalité, ça existe déjà dans certains pays. Donc voilà, nous on pense que ça peut arriver plus rapidement que les procédés de recyclage par dissolution, qui auraient des meilleurs rendements, qui seraient encore plus intéressants pour nous, mais qui vont mettre plus de temps à s'installer et à se créer, très certainement. Et donc la pyrolyse peut être un pari gagnant à court terme. C'est pour ça qu'on le teste dans 2 projets CTO, mais également qu'on va le tester sur le projet qu'on mène sur les films PP. Ok, on a une question également sur les travaux en cours sur les stand-up pouch. Est-ce qu'on a parlé de travaux sur notamment les barrières potentielles qu'on cherche effectivement à avoir sur ces solutions monomatériaux? Quelles sont ces barrières sur lesquelles on travaille? Parce que une des participantes nous disait qu'il y avait aujourd'hui déjà des produits de ce type commercialisés. Donc, quels étaient les apports supplémentaires que potentiellement on pouvait apporter par ces nouveaux travaux de recherche? Bah, clairement, sur les nouvelles stand-up pouch en PE, comme on a de la rigidité, ça ouvre la porte au coating. Donc on avait déjà des possibilités de mettre de l'EVOH, et en plus ça nous ouvre la porte des coatings. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le monde du film PE aujourd'hui, les 120 000 tonnes, c'est principalement du film de pack d'eau et de canettes, des sacs de surgelés, et des sacs de terreau et des sacs de caisse. Donc, quasiment aucun emballage qui apporte de la barrière. Aujourd'hui, le gisement qui pourrait nous apporter un peu de barrière dans ce gisement, c'est les flow packs. Les flow packs que nous allons contenir. Mais c'est pas grand chose, et c'est pour ça aujourd'hui on a quasiment aucun EVOH dans la filière de recyclage des souples PE. Demain, si on a un basculement de 30 000 tonnes de complexe vers des stand-up push en PE avec barrière, ben là du coup on va avoir potentiellement un apport de VOH beaucoup plus conséquent, un apport d'aluminium via Alox beaucoup plus conséquent, peut-être de métallisation si les tests de recyclage montrent que ça n'a pas d'impact, beaucoup plus conséquent. Et donc tout ça mérite d'être creusé, sachant que là on est vraiment dans le prospectif, parce qu'à date on n'est pas, ces stands de push en PE sont barrières, vraiment pas dans ces tonnages-là, dans les premiers qui basculent. Les premiers basculements arrivent plutôt dans le secteur de la lessive où on n'a même pas de barrière. Ok, ensuite on a une question sur l'incorporation de plastique recyclé et notamment la question qui portait sur le fait que ça soit du post-conso uniquement. Alors là, je peux peut-être répondre à cette question. Oui, aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le post-consommation, quelle que soit son origine. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'effectivement le déchet qu'on recycle ait eu un usage. Alors si c'est un emballage ou ça peut être un autre produit, en tout cas que cet usage, qu'il soit d'ailleurs un usage industriel, logistique, commercial ou au sein d'un foyer, mais que ça soit vraiment de la post-consommation. Au contraire, de chute de production ou de déchets logistiques, pas déchets logistiques, déchets dans la chaîne logistique ou déchets dans de non-conformité, par exemple, d'un produit qui est directement renvoyé et qui doit être détruit. Voilà. Donc, on essaie de se focaliser sur les déchets post-consommation. Et après, ces déchets post-consommation peuvent venir effectivement d'activités B2B ou de votre collecte sélective. Alors, j'en viens maintenant aux questions sur la réglementation, peut-être plutôt destinée à Léa. Est-ce que les bouchons solidaires seront obligatoires également sur les gourdes et autres stand-up pouch pour boissons? Oui, alors sur ce sujet, donc cette disposition a été établie dans le cadre de la directive Single Use Plastics. C'est l'article 6 de la directive et qui fait référence en annexe à un certain nombre de produits qui doivent être définis par des lignes directrices. Et donc, c'est des produits contenant pour boissons de moins de 3 litres
dont la définition de contenant pour boisson doit être précisée dans le cadre de ces lignes directrices qui aujourd'hui sont en cours de rédaction. Donc moi, ce que je peux faire déjà, c'est vous envoyer le pré-rapport qui a été transmis par le consultant qui a été mandaté par la Commission européenne sur ces lignes directrices. Aujourd'hui, elles ne sont pas fixées, donc il reste encore des zones d'ombre. En revanche, les gourdes, normalement, sont considérées comme faisant partie du champ d'application de cette disposition. Et donc, ce sera le cas pour les gourdes de jus, par exemple le Capri Sun. En revanche, pour les compotes, on n'est pas vraiment fixé. Il y a des demandes pour que les compotes soient exemptées. On ne sait pas si c'est considéré comme de la boisson ou comme de l'alimentation, puisque du coup, si c'est de l'alimentation, c'est pas dans le champ d'application. Et donc, il y a encore des débats sur le sujet. Donc, je ne peux pas répondre clairement à la question parce que les lignes directrices sont encore en cours de rédaction. Mais on devrait avoir d'ici un mois les lignes directrices publiées, ce qui permettra d'éclaircir ce point. Et il y a une autre question, Léa, sur un éventuel texte de loi qui restreindrait le compostage, ou en tout cas la solution de valorisation par compost au sac de fruits et légumes uniquement. Voilà, parce que Vincent a effectivement abordé ce point-là lors de sa présentation. Par contre, ça me dit rien parce que dans la loi économie circulaire, il y a des éléments sur le compostage, mais simplement sur le fait que les produits et emballages qui sont en matière plastique et dont la compostabilité est obtenue seulement en unité industrielle ne peuvent pas porter la mention de compostable. Et que les produits qui sont compostables en compostage domestique doivent porter en revanche une mention ne pas jeter dans la nature. Mais j'ai pas d'éléments sur le fait que ce soit restreint aux fruits et légumes. Non, je confirme, il n'y a pas du tout de restriction au niveau réglementaire. C'est vraiment le témoignage de l'État, des collectivités et des opérateurs, des futurs gens qui vont investir dans ces usines de compostage et de méthanisation. Ils nous disent qu'ils n'accepteront pas d'autres emballages que les sacs fruits et légumes, les étiquettes de fruits et légumes dans le monde de l'emballage souple. Donc ça fait vraiment une forte limitation. Et deuxièmement, on manque de retour sur le fait que les Français et Françaises qui ont un compost acceptent de mettre du plastique à l'intérieur de leur compost ou même du carton. Ça, on a vraiment un manque de retour, mais une très faible probabilité que les gens généralisent cette pratique-là de mettre leur film compostable au fond de leur jardin pour que ce soit composté et qu'ils gèrent en plus bien leur compost. Parce qu'il faut bien le gérer en plus. Alors, on arrive au bout des questions. On a un dernier point sur le RPE contact alimentaire. Je pense qu'on y a répondu. Aujourd'hui, on n'a pas de RPE contact alimentaire. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent via les voies de valorisation moléculaire ou chimique où on propose ce type de RPE, mais encore une fois avec un flou encore réglementaire sur cette traçabilité. Et on a des travaux sur le recyclage mécanique de manière à effectivement décontaminer les flux de RPE, mais aujourd'hui, cette possibilité n'a pas été validée par l'EFSA. Donc à court terme, aujourd'hui, on n'a rien sur cette question-là. Et une dernière question, Vincent, sur le plastique biosourcé dans les briques. Est-il intéressant de se lancer ce genre de plastique ou souffre-t-il d'une image négative par rapport à l'origine de la canne à sucre, exemple le Brésil? Alors voilà, c'est plus dans les rigides, là pour le coup on s'écarte un peu du sujet d'aujourd'hui, mais peut-être que ça peut être intéressant également sur les applications souples. Non, c'est très intéressant le sujet du biosourcé. Alors, il faut toujours le valider avec une analyse de cycle de vie pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Mais globalement, sortir du fossile ne peut que être intéressant et un certain nombre de grandes marques se sont engagées à être recyclables d'ici 2025, puis à sortir du fossile, donc d'avoir leurs emballages soit en biosourcé, soit en recyclé d'ici 2030. Donc on sent quand même que c'est une tendance et qu'on va accompagner. Alors aujourd'hui, du PE biosourcé, vous en avez deux types accessibles sur le marché. Le premier, c'est le PE base canne à sucre, principalement produit par Braskem au Brésil. Le Braskem fait plutôt bien le job sur la gestion des matières premières. Donc on est plutôt sur de la bagasse de canne à sucre, donc du déchet de canne à sucre. Ils mènent un certain nombre de programmes de gestion durable
de la canne à sucre et pas de déforestation là-bas. C'est plutôt bien fait. Après, c'est toujours la difficulté de faire venir du plastique de l'autre bout du monde, plastique biosourcé, pour dire qu'on est mieux d'un point de vue environnemental. L'image du transport fait toujours douter le consommateur, donc il faut arriver à bien le marketer. Et puis si la CV est bonne, pourquoi pas. Le deuxième PE biosourcé qu'on a de disponible, celui qui a été utilisé dans la brique Candia qui a reçu des prix, c'est du PE qui est à base de résidus de bois dans le nord de l'Europe. On va prendre l'huile de sapin, de résineux, qu'on va transformer en éthylène, puis en PE à nouveau, dans des usines de pétrochimie. Donc c'est un partenariat entre, si je dis pas de bêtises, entre UPM et Dow Chemicals, qui ont produit ce PE recyclé, PE biosourcé base résidus de pain. Et donc là, on retombe dans ce système mass balance qui méritera d'être clarifié un jour ou l'autre. Mais c'est quand même du PE biosourcé. Ça a permis de valoriser des déchets de bois. Et là, on est européen, donc c'est un peu plus facile à expliquer et c'est tout aussi intéressant à regarder. Et pour finir, il y a des travaux en cours pour sourcer à partir des huiles de friture usagées, notamment un travaux de Total sur le site de la Med, dans le sud de la France. Donc voilà, on va de plus en plus avoir du PE biosourcé, mais qui va venir de déchets de production, d'huile usagée et pas de ressources alimentaires. Donc ça va quand même dans le bon sens. Ok, super. On arrive à la fin. On avait deux questions auxquelles je vais répondre. Alors, une pour l'ANIA, comment on peut obtenir les infos de l'ANIA? Donc là, Léa, je te laisse voir un petit peu avec tes adhérents comment mieux effectivement redistribuer les informations. C'est une question assez générale qui était au tout début de la présentation. Et enfin, Oui, une question. en direct à la personne pour lui Super. dire qu'il y a un mail, donc c'est réglé. Et enfin, une question relative à la participation lors de nos appels à projets, comment on peut s'impliquer dans les projets déjà en cours. Alors malheureusement, les appels à projets, ce sont des sessions, entre guillemets, qui sont régulières, mais tous les 3-4 ans. Et donc, c'est des projets qui sont un peu longs à chaque fois, avec une diffusion d'un cahier des charges, les candidatures, et après, derrière, le suivi des projets. Donc là, on est en plein dans les projets. Sûrement à partir de 2022 éventuellement une nouvelle session d'appel à projet. Est-ce qu'il y aura exactement la même forme telle que c'est aujourd'hui? En tout cas, je vous invite à suivre l'activité de Citeo et notamment les newsletters et les informations qu'on peut transmettre, notamment au fur et à mesure des avancées de ces différents projets et quand on essaye effectivement de partager dans la mesure du possible au plus grand nombre l'avancée des connaissances sur les différents projets qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Vincent, Léa, je vous laisse conclure. Déjà, moi, du côté, si je commence, je te passe la parole après Léa. Je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et de l'intérêt que vous portez à construire cette économie circulaire sur les emballages souples. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je dis, on assume tout à fait aujourd'hui de ne pas tout savoir, mais on y met vraiment la bonne volonté pour à la fois créer les filières de recyclage, vous l'aurez compris, sur le film PP, et consolider les filières existantes sur le film PE, mais également vous apporter un maximum d'informations sur l'éco-conception aussi vite que l'on peut. Donc, on a besoin de cet outil, de cette ligne pilote de recyclage pour aller beaucoup plus loin sur la connaissance de la conception des films PE et du coup de leur recyclabilité. Donc voilà, on croise tout ça pour vous offrir un maximum d'outils et d'aide à la décision pour vous inscrire dans le futur. Et on ne construira pas ce futur sans vous. C'est avec vos infos, avec vos initiatives, avec vos projets qu'on va le faire. Donc n'hésitez jamais à revenir vers Citeo, votre contact habituel, ou l'équipe éco-conception, revenir vers l'ANIA sur vos projets pour qu'on ait bien tous, et via Ellipso quand vous êtes fabricant d'emballage, pardon, vraiment on s'inscrive tous dans cette démarche collective de rentrer dans l'économie circulaire. Merci beaucoup Vincent, je n'aurais pas pu mieux conclure. Donc je vous propose de nous retrouver en septembre pour le prochain webinaire sur la communication sur les emballages qui aura lieu le 17 septembre à la même heure. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.